Madame, Monsieur, bonsoir. Nous nous excusons pour ce léger retard, évidemment dû à un retard involontaire. On va néanmoins commencer cette émission avec les invités qui sont déjà là. On va évoquer deux thèmes principaux et puis une information qu'on va essayer de commenter. D'abord, il faut savoir que la fête de la jeunesse qui s'est déroulé il y a 2 jours maintenant, puisque nous sommes le 12, nous sommes le 12 ou le 13? Oui, le 12. Donc il y a un jour, 24 heures, c'était hier. C'était donc hier que la fête de la jeunesse a été célébrée sur l'ensemble du territoire national par une grande mobilisation à certains endroits de la République, pas forcément dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, dont vous savez que la situation sécuritaire là-bas n'est pas forcément des plus gaies. C'était donc service minimum dans certaines localités. D'ailleurs, il n'y a pratiquement pas eu défilé. Cela dit, à d'autres endroits, on a pu constater que le défilé a simplement été restreint au niveau scolaire. Contrairement aux années antérieures, les autorités ont jugé bien d'interdire, par exemple, les organisations de la société civile, du jeune, ou alors la jeunesse de certains partis politiques ou des partis politiques. On va essayer d'interroger cette actualité-là. Évidemment qu'on va parler de cette crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest qui connaît un tournant vraiment inquiétant. C'est 24 heures. D'abord, il y a eu cet incendie au niveau du marché de l'hôpital de Kumba, et ensuite le gouverneur de la région du sud-ouest, Bernard Okalia Bilay, qui se rendait sur les lieux pour faire un état des lieux, rencontrer les victimes et rassurer les populations, a vu son cortège attaqué par des personnes armées. On parle de ce côté-là d'une dizaine de blessés pour l'heure. Le gouverneur a vu sa voiture littéralement arrosée par des armes à feu, bien sûr, utilisées par les sécessionnistes. Et donc, pendant qu'il se rendait sur le site de l'hôpital de Kumba, son cortège a été attaqué par des hommes armés dans la localité. 12 blessés, dont le capitaine de vaisseau Eboulou, commandant du secteur militaire numéro 1, même si on apprend qu'il a regagné son domicile. Voilà donc les deux actualités fortes qui vont être commentées ici ce soir. On va dire un mot sur cette relance de l'opération Épervier, coïncidence ou simple agenda bien planifié pour observer qu'effectivement, lorsque l'actualité est suffisamment intense ou dense, on revoit ce rapace prendre son nouvel envol. Certains observateurs pensent que c'est pour tuer une autre actualité. Celle-là, ce serait peut-être celle qui concerne l'interpellation et la mise en garde à vue des responsables du MRC, dont le professeur Maurice Kamto, dont on dit qu'il est en ce moment tendu au tribunal militaire, du moins il est en procès au tribunal militaire. On va commenter tout cela juste derrière la transition avec nos invités que je présente d'ailleurs à l'instant. D'ailleurs, on a Jean-Jacques Ndjok qui nous vient de la France. Il est le coordonnateur du mouvement 11 millions de citoyens, le mouvement que conduit Cabral Libye, vous le savez. Il en est le coordonnateur en France avec pour résidence la ville de Paris. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir député, bonsoir mes co-panélistes, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs qui sont partout dans le monde. Bonsoir aussi à l'ensemble des sympathisants militants du mouvement 11 millions. Heureux d'être avec vous ce soir, merci d'avoir accepté notre invitation. Et juste en face de vous, on a André Biboum. Il est le vice-président national de la Jachabi, la jeunesse active de Chantal Biya. C'est une association de jeunes qui soutient les actions de la Première Dame. Bonsoir André. Bonsoir monsieur le député, bonsoir aux co-panélistes et à tous ceux qui nous regardent en ce moment, je dis bonsoir. Et surtout, j'ai une pensée pour tous ceux-là qui ont été victimes de l'incendie de l'hôpital de Koumou. Merci également d'être avec nous. Elvis Taillon, c'est un visage connu, journaliste, analyste politique. Et, lors de la campagne électorale, on l'a vu quand même aux côtés du MCNC en tant que communicateur de cette formation, du moins du candidat Franklin Difford. Bonsoir Elvis. Good evening, Deputy Tongo. Good evening to all the
panelists who are quite here present, and we say special greetings to all those who are watching us wherever they are. But then we always think first of the people of Gonoko village and those who come from Bengui, and we say that it's a blessed day, but then not too good, especially when our backyard is bleeding. On prend la transition, on dit un mot sur deux sujets d'entrée et puis on attaque les sujets de fond. Commençons peut-être cette actualité qui concerne le professeur Maurice Kamto. Vous savez que ça fait plus d'une dizaine de jours, depuis le 28 janvier dernier, qu'il a été interpellé ici à Douala et puis conduit du côté de Yaoundé, où il est notamment mis en garde à vue au GSO, le groupement spécial d'opération. C'est une unité spéciale de la police camerounaise. Depuis lors, ses avocats font des pieds et des mains pour suivre ce dossier, pour le rencontrer même d'ailleurs avec un certain nombre de cadres de son parti. On connaît certains noms, ou du moins des cadres qui le soutiennent. Albert Zongan, Paul-Éric Kingen, Penda Ekoka, pour ne citer que ceux-là. Peut-être Célestin Diamène également, qui d'ailleurs avait l'habitude de venir sur nos plateaux de télévision. Mais on peut également citer, même si elle n'est pas incarcérée, Michel Ndoki, qu'on a d'ailleurs récemment vu dans un coup de gueule, qui dit qu'elle a peur et craint pour sa vie. André Beboum, en commentaire là-dessus, on apprend que Maurice Kamto est en ce moment du côté du tribunal militaire. Oui, commentaire, on pourrait tout simplement dire, on connaît les chefs d'accusation tels que cela nous a été révélé, n'est-ce pas, par les instances judiciaires. Et tout simplement, nous attendons ce qui sortira, n'est-ce pas, de ces auditions, parce que au courant de la journée, nous avons été informés du fait qu'il soit, n'est-ce pas, en ce moment au niveau du tribunal militaire, mais aucune information jusqu'à présent ne nous parvient de ce côté-là, étant donné que, d'ailleurs, nous l'avons tous appris, qu'il a été interdit de visite, même ses avocats n'ont pas pu le rencontrer. Donc, nous attendons, mais nous savons tout simplement que la justice est en train de faire son travail et nous souhaiterions que ce soit qu'un travail de la justice. Elvis Taillon, Maurice Kamto entre les mains de la justice, accusé entre autres d'insurrection d'ailleurs. Je crois que c'est l'une des accusations les plus fortes. Il a été mis en garde à vue et accusé pour incitation à l'insurrection, hostilité contre la patrie, en cause notamment un rapprochement avec cette ambassade du Cameroun en France qui a été saccagée lors des événements du 26 janvier dernier, on s'en souvient, mais également un certain nombre d'autres dérives qu'on lui mettrait sur le dos. Vous avez un commentaire là-dessus? Yes, obviously, we must be able to have something to say as Cameroonians and also as those who are watching the political developments of Professor Maurice Kamto and co-'s incarceration at the detention centers in Yaoundé. And we understand that being the president of the Cameroon Renaissance Movement, we understand the genesis of where the issue came from after the presidential election, which he has not been able to be satisfied in the manner in which the elections run. But then you understand that I've been telling people more from time to time that with Professor Maurice Kamto's case, we the way we are handling it, the state needs to be very careful with the case. Why do I say so? Because you will have counter accusations that will come to Professor Maurice Kamto, but the important point will be looking at what caused that incarceration. Of course, we understand that there is no text within the Cameroon Constitution that stipulates that political parties or that bans political parties from carrying out protests so long as it does not hamper with destructions on one-ton property. And normally, the law only stipulates that you can only notify the DO in your area where the march is to take place and not to demand for permission. That's where most people have... C'est une déclaration. Good. You just carry out a declaration. Mais comme je l'ai souvent dit ici, cette déclaration est quand même soumise à récépissé, ce qui est une subtilité qu'on ne peut pas négliger. Yes, most of the times what happens is that when you leave a declaration, after leaving it there, you are supposed to have a receipt of what you drop, which the party members have. And the main thing is that now for the divisional officers, they have a way of doing it which is not legal.
which is not constitutional. If they want you to move ahead, they could call you on phone and say, okay, you move on, or they give you a small note. Now, if they want to leave you in a state of oblivion so that they cannot pounce on you, they stay quiet. You understand? And when you stay quiet like that, at that point in time, he will tell you that he did not authorize you, just like in the case of after the next match, where we saw one of the Jews in Yaoundé who received and did not comment when the people wanted to go out. Now, he now sent a communique. I mean, the SDO now in Fundi now came up now and sent a communique counteracting and stopping all protest march. So the important point here is we should be looking at the causes of particular event. That's why I say that if we are in a state of rule of law, if Professor Maurice Kamto and the other party militants were marching, the next thing is, what was their intention? Of course, the intention was declared in the declarations they dropped at the various subdivisional offices. And if the declaration was not hampering with disturbing the peace, even when they were marching, they did not destroy properties, they did not carry out some civil disobedience. Now, the question is, what prompted the military now to react towards them violently? And of course, I've been telling people that if you take the case to the courts in Yaoundé and you want to judge about the destruction out of the country abroad, you must link it with what caused the destruction. Though we are not saying that he sent people to destroy, but the question is, from the shooting of the unarmed civilians, it angered others who saw the incident and of course got the reports abroad, and out of that anger, it went in. So we should know that if an action does not take place, a corresponding reaction would hardly move to it. And so to administer justice in the case of Professor Maurice Kamto, these parameters must be able to be looked into. And if it's to be looked into, the next thing is, the few police officers that we saw them shooting at civilians, even the one that caught somebody and shot at the leg, those are the cases that are supposed to be investigated upon, because the truth is that the burning of the embassies was caused by these police officers who went too far by harassing the unarmed civilians and exercising their arms struggle on them. So that is where the issue comes in a little bit. Il faut effectivement dire que la justice fait un rapprochement entre son appel en manifestation et tout ce qu'il y a eu comme dérive autour, d'autant plus que ces manifestations avaient été spécialement interdites, indépendamment des déclarations qui ont été faites, par endroits d'ailleurs, hein, pas sur toute l'étendue du territoire. Alors pour être précis sur les motifs qui lui sont reprochés, ce qui nous est revenu: attroupement, insurrection, rébellion en groupe, hostilité contre la patrie, trouble à l'ordre public, incitation à l'insurrection, association de malfaiteurs et complicité sont les griefs qui ont été énumérés par les officiers de police. Peut-être me permettre qu'on prenne d'abord la première réaction de Jean-Jacques. Vous avez une réaction là-dessus? Vous êtes à Paris, vous êtes en France, vous avez vécu de près ce qui s'est passé à l'ambassade. Vous y étiez, par exemple? Non, le 26, nous n'y étions pas. Mais bon, on a vécu, comme tous les Camerounais, cet incident. Et comme Cabral l'a dit dans l'une de ses sorties, les ambassades sont nos maisons partout. C'est le Cameroun en miniature dans chaque pays. Au-delà des problèmes spécifiques qu'on peut avoir avec le pouvoir, on n'est pas toujours d'accord avec le pouvoir. Mais ce monument appartient à tous les Camerounais. Ce qui a été causé, nous l'avons décrié. Parce qu'il n'est pas normal qu'on puisse déchirer les documents officiels. Il y a un de nos membres qui avait un rendez-vous et il n'a pas pu avoir son document parce que celui-ci était déchiré. Donc nous avons condamné sévèrement ces actes, mais au même moment, il faut quand même se faire la genèse pourquoi on en est arrivé à là. J'aime mon frère du parti en pouvoir qui est en face, mais il faut quand même aller à la genèse de ces éléments-là. Peut-être ce n'est pas le moment de là-dessus, mais nous avons condamné un peu ces éléments. Pour revenir sur le cas du professeur Kamto, ça nous appelle, j'appelle que ça fait 15 jours. Et la garde administrative, on a 15 jours déjà. C'est pour ça qu'il est parti aujourd'hui. Si on passait demain, on est dans l'illégalité. Donc l'État fait en sorte que les 15 jours soient encore prolongés encore. Parce qu'il a été interpellé le 28, ils ont 26, donc lundi. On est le 12 aujourd'hui, on est déjà à la limite des 15 jours. Donc ce sont ces subtilités juridiques que l'État essaie de prendre pour prolonger la garde à vue. Mais aussi que la démocratie en prend un coup. C'est ça le problème. Le socle commun, c'est que la démocratie en prend un coup. Si les partis politiques qui sont reconnus ne peuvent pas être libres de manifester, d'accepter. Vous avez vu qu'à un moment donné, on a été en train de refuser l'appel à la manifestation des partis politiques, mais on avait autorisé la manifestation de Douala Premier organisée. C'est même sorti. Après, on a annulé le récépissé. Donc il y a 2 poids 2 mesures. Alors que aussi les manifestations peuvent être transformées en insurrection, on peut aussi donner une interprétation. Donc je pense que tout ce que l'affaire Kamto relève, c'est un coup à la démocratie
qui en ressort? Vous voulez rebondir? Oui, je voulais apporter une certaine précision par rapport à cette situation, parce que le plus souvent nous oublions que l'administration est garante de tout ce qui peut se passer autour d'un événement ou alors autour d'une manifestation. C'est vrai, nous sommes dans un régime de déclaration, mais l'autorité administrative est appelée à apprécier à sa juste valeur qu'est-ce qui peut entourer cet événement ou alors cette manifestation. Lorsqu'on rentre quelques années en arrière, en 2008, même comme de façon officielle, on a parlé de la grève de la faim. Mais à l'origine, c'était quoi? C'était la grève des automobilistes qui avaient décidé de garer leur véhicule suite à la hausse du carburant à la pompe. Et nous avons vu ce que cela a généré après. La Constitution aussi. Vous comprenez? Nous avons vu ce qui s'est passé après. Parce que ce n'était plus les automobilistes qui cassaient des maisons, qui faisaient du vandalisme un peu partout. Les gens, il y a des opérateurs économiques qui en ont pris un coup sérieux jusqu'à ce jour. Donc, une marche comme celle-là, une manifestation, c'est vrai, on dira, on a parlé d'une marche pacifique et autre. Nous savons tous, nous sommes dans le littoral et plus précisément à Douala, et nous savons ce que c'est que Douala 5e. Il suffit aujourd'hui qu'on dise il y a une marche à Douala 5e. Vous ne savez pas qui sont ceux qui viendront s'infiltrer dans cette marche. Moi, c'est de là que partout. Et puis, je me pose toujours la question de savoir, en face, on a qui? On a un Maurice Kamto qui n'est pas une personnalité à négliger sur le plan juridique. Alors, lorsqu'un homme de droit lui-même vient à piétiner le droit, parce que demain il sera président ou il ne sera pas, je ne sais pas, le destin, on ne peut pas savoir. Alors, si demain il est président de la République, en tant que juriste en plus, est-ce qu'il viendra également accepter que l'autorité administrative soit bafouée sous son régime? Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, cette lourde responsabilité de montrer à nos jeunes enfants qui sont le Cameroun de demain, quel chemin est le meilleur par rapport à l'avenir et au devenir de notre pays. Mais André, l'autre revers, c'est effectivement qu'on observe très peu de déclarations acceptées par l'autorité administrative et ça peut exaspérer, ça peut faire que les partis politiques d'opposition... On n'oublie pas, on ne refuse pas. Ça, c'est sur le plan des statistiques. Mais à la base, il y a quoi comme motif lorsqu'on s'engage à demander ou alors à déposer sa déclaration de manifestation? Lorsque vous dites la Cour, le Conseil constitutionnel a sorti un verdict, nous sommes dans un état de droit, et qu'un candidat se lève à lui seul pour dire « je ne reconnais pas » et que je vais organiser des marches pour protester. Je crois que lors de la campagne présidentielle, on a eu plusieurs candidats, parmi lesquels le leader de 11 millions de citoyens. Si lui également il se lève aujourd'hui, si le candidat Nifor se lève aujourd'hui, si tel candidat se lève, on va se retrouver avec 6 candidats malheureux aux dernières élections présidentielles qui appelleront à manifester dans le même ordre d'idée que deviendra notre pays. Moi, je pense que nous devons quand même donner un crédit aux institutions qui sont mises en place et que peut-être s'il y a à améliorer, de façon pacifique, qu'on pose le problème. Mais lorsque nous sommes les mêmes qui devons appeler les Camerounais à se soulever contre nos propres institutions, je pense quand même soyons sérieux. Maybe just coming in, Peter, I listened to my brother analyze the way he's analyzing, but I think that when you are a jurist, it doesn't mean that your rights should be violated, because it is a fundamental right, especially of political parties, to notify the competent authority and their objectives. Because remember, Professor Maurice Kamto's party specified the objectives during the notification that they left at the various subdivisional offices. Now, when you talk about a man of law who comes to breach the law, in the case here, who is breaching the law? When a state refuses you from carrying out your manifestation, clearly spelled out, the state itself already breaches that law, and it is very clear in that. Now, I said earlier on one of the platforms here that if the state was intelligent as per se, the state would have accompanied Professor Maurice Kamto to his march. That issue would have taken probably just some few hours. You just move with him, as other countries do. They watch you march to your point where you are stopping and come back. And in this case, if the state was democratic as per se, now for fear of any violence, you could call Professor Maurice Kamto. All right, since as you have indicated your interest to march, now know that for anything that happens in case of public disorder, you are held responsible.
That is always done. For most division officers, they remind you who is requesting for that demand. So that once you are calling people to come and march, you know those whom you are calling. And you know the stakes that stand in case some vandals come in to destroy the public peace and order. That one now, if the state is holding you responsible, the state has full right because you did not respect your engagement. But in a case where you declare your objectives to march, whether it's election hold up, no to killings and in the northwest and the southwest region and all the like, now it is a fundamental right of political parties to notify. There's no law in the Constitution of Cameroon that states that you will apply, and then wait for results. It doesn't specify that. Now, that's why I said that if you look at the Anglophone crisis in the northwest, southwest, when the people started with the peace plan, in the early stages of the conflict, the government was intelligent. The governor of the northwest region instructed the military, please don't react. Only follow them. On a ce sujet en thème. Yeah, so I was saying that in that case, you realize that when you guide people who are striking, or you look at the stake, you could guide people to their destination and you leave them. And when you do that, you discover that you will prevent many disorder because for the military retaliating or the security forces retaliating, it has now caused another event in the diaspora, which is quite, we cannot sit here and say we like our embassies being destroyed. It has cost us a lot. But then these are something that if we were intelligent as per se, because Professor Maurice Kamto's party is marching based on the fact that the law stipulates that when you apply, you notify the administrative authorities, you have to go in for your march. And so when they apply and is rejected, especially as opposition party, now Professor Maurice's party and the members will see it as an infringement on their rights, which they have now to go to defend their rights. So that's where we find ourselves in the current situation. Jean-Jacques, vous? Oui, allez-y. Pour vous dire, moi, sur les déclarations, je pense que Petersen a bu de l'administration. Quand on fait la déclaration, le parti politique ou bien l'association a le devoir de mettre un service d'ordre pour conduire. Chacun a porté garantie. Moi, je me présente, je veux déclarer ma manifestation lundi. Monsieur Ndiok s'est déclaré, on connaît mon adresse, mon identité, où j'habite. J'ai déclaré mon service d'ordre. J'ai 15 personnes pour 20, pour 50. Et même, l'État a l'obligation d'encadrer aussi ces manifestations. Ça veut dire qu'ils peuvent facilement détecter les casseurs. Au moment où ça commence, ils sont là, ils savent que ça part d'un point A à un point B. Le trajet est défini, même pas quand on ne sait pas, le trajet est bien défini. Donc ils ont tous les éléments pour pouvoir sécuriser cette manifestation. Mais décidément, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc je ne sais pas si c'est exprès, alors que dans les tests, c'est dit, mais ce n'est pas fait. Alors vous, comme je l'ai dit, vous êtes dans la diaspora, vous vivez en France, vous vivez certainement les manifestations des Gilets jaunes. Ça vous inspire? Je veux dire que là-bas, il n'y a pas moins de casse non plus. Hein? Non, disons que la France est un pays frondeur. Mais elle s'est revendiquée obtenir les droits. Les Gilets jaunes ont commencé le 17 novembre. Et c'est tous les samedis. Pourquoi le président Macron a mis les réunions publiques? Parce que c'était l'une des revendications, ce problème. C'est ça quand le président est à l'écoute de la population. Quand vous avez vu les images de l'Arc de Triomphe, on a tout cassé. Il a fait un discours 2 jours après pour dire, OK, on abaisse tout ce qui est à l'origine. Le carburant, ceci, ça a coûté 10 milliards. Ça a pesé un peu, mais il a ouvert le dialogue. Je pense que quand le président est à l'écoute, ça devait aller normalement. Donc c'est le chef d'État qui fait partie du football politique, gagnerait vraiment à être écoute, ou tout le monde, ses collaborateurs disent, OK, il serait souhaitable de les laisser marcher. Peut-être ça apeserait un peu, mais décidément, on n'arrive pas à tirer les leçons de ce genre de choses qui se passe à côté même, qui est facile pour tout le monde. Alors je reste peut-être avec vous, on va regarder le même thème, c'est un parallèle. Vous étiez à Yabassi oui, exactement. Ce lundi. Oui, ce lundi, le 11, on était à Yabassi pour le défilé de notre mouvement, parce que notre mouvement, depuis le mois de mai, 2017, que Carval a lancé, le mouvement de 11 millions d'inscrits, on a fait comme maintenant, on fait un glissement vers les 11 millions de citoyens, on est resté en dynamique. Dynamique, donc tous nos membres étaient mobilisés pour le défilé. Mais malheureusement, comme je l'ai dit tantôt, je ne sais pas pourquoi les pouvoirs publics sont fébriles. C'est ça le problème. On arrive à Yabassi, tous les militaires sont habillés, mais on ne peut pas défiler. Et curieusement, l'ordre de défilé n'a pas été véhiculé pour qu'on puisse ne serait-ce qu'anticiper. Dire, OK, on ne peut pas défiler parce qu'il y a cette situation. Mais on arrive, les autorités nous disent, OK,
il y a un circulaire qui dit que vous ne pouvez pas, le ministre a dit que vous ne pouvez pas défiler. On prend acte et on se replie. Mais c'était avec beaucoup de découragement. Parce que les gars étaient motivés, parce que c'est leur fête. Nous, à l'époque, quand il y avait encore la fête de la jeunesse, il y avait l'arrêté de flambeau. On le faisait à la veille. La veille. Ça se faisait à la salle de fête, avec des réjouissances. Ça veut dire qu'au jour du défilé, c'était une grande fête. Tout le monde était là-dedans. Et les partis politiques, et la société civile, et le public, le privé, c'était là. Mais c'est dommage que, pour quelques faiblesités, qu'on interdise cette manifestation. Donc on a pu regrouper nos militants, chanter l'hymne quand même du pays. Bon, il a dit on est dommage, mais la prochaine fois peut-être elle sera la meilleure. Alors, ce thème, on faisait un parallèle donc avec cette forme de relance de l'opération Épervier. Vous le savez donc, Edgar Lemebungo, l'ancien ministre de la Défense, pour l'une de ses fonctions qu'il a grandement occupée, d'ailleurs c'est dans le cadre de cette fonction, et qu'il aurait été convoqué par rapport à un certain nombre de marchés. On ne va pas en dire plus, simplement parce qu'évidemment l'affaire est en instruction. Il a donc été appelé déjà ce 12 février pour être entendu, en même temps qu'un certain nombre d'autres personnalités qui ont été associées à ces affaires-là. Et nous, on s'interroge, coïncidence ou simple opportunisme, évidemment, compte tenu de cette lourdeur dans l'actualité, affaire Maurice Kamto, crise nord-ouest-sud-ouest. Est-ce que le gouvernement, en guise de réponse, et d'ailleurs c'est ce qu'on le soupçonne souvent de faire, en guise de réponse, crée une affaire dans l'affaire, pour reprendre un peu l'esprit de Charles Pasqua en France, qui le disait, pour se détourner d'une affaire, il faut en créer une autre. Vous êtes dans le même état d'esprit, André Biboum? Je ne pense pas, parce que on aurait pu ne pas mettre une autre affaire au moment où il y a l'affaire Maurice Kamto, qu'on resterait toujours réveillé par rapport à l'affaire Maurice Kamto. C'est pour dire, l'affaire Alain Mebengo ne va jamais couvrir l'affaire Kamto. Parce que l'affaire Kamto est une affaire qui est suivie au quotidien par tous les Camerounais. Et particulièrement ses militants. Et nous, aujourd'hui, lorsqu'il s'agit d'une affaire de détournement des deniers publics, ça nous interpelle tous. Pourquoi? Parce que ça fait 15 ans que le président de la République, lors de son discours à mon atelier, en 2004, annonçait déjà les mesures qui allaient être prises par rapport à tous ceux-là qui croient qu'ils peuvent gérer la fortune publique comme si c'était leur patrimoine familial. 15 ans après, ils sont nombreux qui sont en prison, les anciens ministres, les anciens directeurs généraux de sociétés, mais cela, nous avons l'impression que cela ne décourage toujours pas certains, qui n'arrivent pas à comprendre que les biens publics ne sont pas, n'est-ce pas, une partie de leur patrimoine familial. Et aujourd'hui, on dira certainement que c'est une affaire qui vient cacher peut-être celle de Kamto. Je dis non, parce que, vous savez, la structure que nous appelons la CONAC, que nous appelons le Conseil supérieur, le contrôle supérieur de l'État, chaque structure, ou alors, que ce soit le ministère, que ce soit la CONAC, chacun fait son rapport et adresse à la justice camerounaise. Maintenant, est-ce que les éléments sont réunis pour que tel puisse être interpellé? Je crois que c'est à ce niveau que c'est le problème. On se souvient lorsque le ministre, l'ex-ministre, si vous le voulez bien, Alain Mebengo parle de la défense, nous étions convaincus qu'il ne ferait pas un mois dehors. Parce que ça se disait au niveau des plateaux de télé, au niveau de la presse écrite et autres, on nous ressortait, n'est-ce pas, tous ces dossiers qui étaient endossés sous sa personnalité. Mais j'ai eu l'impression qu'il fallait d'abord rassembler le maximum d'éléments, tels que je lisais aujourd'hui depuis un certain temps avec cette société MacForce. Vous voyez, et puis tout ce qui s'est passé tout autour. Et j'ose espérer qu'à partir de cet instant, ceux qui sont aujourd'hui dans ce gouvernement qui conduira le Cameroun vers ces grandes opportunités que le chef de l'État est en train de prôner, j'espère que ceux-là comprendront que même si on part du gouvernement, même si on a été ministre il y a cela 10 ans, on n'est pas à l'abri lorsqu'on a eu des manquements. Elvis Taillon, cette affaire permet quand même de, peut-être pas systématiquement faire le bilan de l'opération Épervier, mais de s'interroger sur son efficacité,
au regard des moyens déployés, du temps que ça prend et certainement de l'argent que ça coûte à l'État pour un retour d'investissement qui n'est toujours pas à la hauteur des dépenses éventuelles qui ont été faites. Et même en termes d'impact, André Biboum le disait, 15 ans après l'appel de Monatélé, c'est comme si ceux qui sont en responsabilité n'ont pas toujours tiré les véritables leçons de ce qu'il en est. Vous êtes dans la même disposition en termes de lecture? It might not be in the line he's putting it exactly, but one thing is for sure that if we look at the manner in which the fight against corruption is taking place, first, if I look at the coincidental approach between the period when Professor Maurice Kamto goes to the military court in the evening, the same day when Edgar Mebongo, ex-minister, is also at the special tribunals, it tells me that something somewhere is moving. And it will not just be as per coincidence. I call it a distraction. This is political analysis I'm doing here, because under normal conditions, when the country is on fire, the powers that be will have to carry out some divergent activities, so that people don't concentrate. Because if you look at Professor Maurice Kamto's case, it's very sensitive. I keep on telling people it's not a case that you can take lightly. If you look at the cases of the secessionists, it's not a case you can take lightly. The Boengo's case, who has been holding key positions, is not a case to take lightly. But then the question we are asking is, like a brother from who is a pro-government official is talking now. Maybe there were elements were not well gathered, but then I don't buy with that fact, and that's the more reason why when I look at the fight against corruption, I am tempted to analyze it at the level of politically motivated. I'm sorry to say that. Why do I say politically motivated? Once you become too strong in the regime starts being scared of you, your wings must be clipped, whether you like it or not. Now, it's normal. It's a system that the government functions. Why do I say so? If you look at Mebongo, for example, there's a law. It is stated in the Constitution that once you come up, you are supposed to declare your properties, which has never been put into practice. Therefore, the state gives room for corruption, because none of the ministers we find around have actually taken time. Many of them have not even declared their assets, which makes it now complicated. Now, it is at the point in time that Mebongo is incarcerated that we start getting news that he has hotels in Kribi, he has vehicles, he has investments in Yaoundé and all the like. The question now is, if you have Supreme State Audit, for example, you have a Financial Commission, which is there. All right, Konak. You have Konak and all the like. Now, all these bodies carry out annual reports. They carry out annual reports. Now, how could it be that an action will be carried out several times ago, and then you leave from one ministry, you go undergo promotion, entering right over to transport, and then you come back now, they're realizing that you are embezzled money. It means that those commissions did not do their report so well, because if I am controlling a budget in a ministry, at the end of the year, if I have a deficit, those that come to control, if they are honest, they will indicate to the head of state that this man has a deficit of 5 million already. It's enough for me to be sanctioned. But in the case where we allow it to accumulate, I tell people sometimes that if you look at the case of Mendoza, he doesn't even know how much he stole, because they'll be recalling things that he had forgotten. Why? Because over 20 years has passed as a general manager of CRTV. And then you come to ask somebody that you stole money on this day, on this day, on this day. It's the same like with the case of Mebongo. There are some few cases that he might acknowledge, but there are some that he'll be found wanting because years have passed. So I think that if Cameroon government is serious and not on political maneuvers, the moment you steal even a single franc, because corruption is corruption. If I give you 10 million to manage and you steal 100 francs, it's corruption already, because that's embezzlement. And I'm supposed to be charged for that. But the moment I'm not called, my attention is not called upon that, I keep on making overseas trips, I'm buying vehicles, I'm building hotels, and the government is renting some of those structures. Councils are renting some of those structures even in Sangwalima. It tells you now that there is a problem wrong somewhere, that I think that instead of us, like the system, our pro-government official knows very well, where do we get lacking? Now, if you get Mebongo's case moving on, you will not hear that the money has been recuperated or has been recuperated to be sent into the government treasury. No. Now, each time people are taken to the courts, government officials, you hardly see the feedback of that. That's why I say that the move of the fight against corruption is not, to me, an honest move as it's supposed to be. Jean-Jacques, vous êtes relativement dans la même lecture, opération d'épuration politique. Quand vous faites la statistique de cette opération, sociologiquement,
vous trouverez que la plupart des personnes viennent d'un bord politique et d'un bord régional. Ça pose un problème, je ne dirais pas du choix des personnes, mais du choix des personnes et de moralité de ces personnes-là. Vous rappelez la fameuse phrase du chef d'État, je voulais voir les preuves. Les journaux en ont donné dans le cadre de leurs investigations. Mais plus on apporte des preuves concernant X, cette personne est promue. Plus on apporte des preuves encore pour cette personne, elle est promue. Donc on essaie d'en passer exactement cette opération épervier, lancée depuis qu'on pensait qu'elle allait ramener les fonds. On a même commis les avocats internationaux pour cela. Ils ont pris tout un tas d'honoraires, mais on n'a pas vu ce que ça peut produire. On n'a pas vu exactement la fin issue de cela. Le cas du ministre Mbébongo, c'est dommage que les hauts cadres comme ce monsieur est un ancien préfet, avec le parcours on sait, qu'on soit amené à être dans ce type de comportement. Parce que qu'est-ce que l'image qu'on donne à la jeunesse? Il est encore présumé innocent. Oui, il est innocent. Je dis, on reste dans le cadre, c'est que même de la morale. Le fait qu'on dise que tu as pu faire ceci moralement, le regard qu'on avait vers quelqu'un de propre, cette image peut être terminée. Maintenant, l'épulation, ethnique ou politique ou pas, la politique a ses revers et ses contraintes. Alors, André, je veux dire, comment voyez-vous l'issue un peu de cette opération-là? Évidemment que la corruption ne va pas finir du jour au lendemain. Non pas que c'est un fléau imbattable, mais je veux dire que ce sont des pratiques sociétales. Non, la corruption peut bien finir dans notre pays. Ah bon, il y a un pays... Elle peut bien finir par le simple fait que si nous sommes conscients qu'il faut mettre en avant-garde les valeurs morales, on va éradiquer la corruption. Tout part de là. C'est vrai que l'article 66 également, la déclaration des biens... Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a l'article 66 qui parle de la déclaration des biens n'est pas appliqué que moi, aujourd'hui, lorsque je suis nommé, que je me dis je peux me servir comme je veux? Ça peut également être un filtre efficace. C'est pour ça que je parle de la moralité. Si à l'entrée, vous savez qu'on identifie... moi, je pense que pour des personnes qui ont la crainte de la chose publique, parce que je voudrais un peu faire le parallèle. Lorsque nous prenons les ministres qui ont été sous la Première République, combien sont riches? Mais il n'y avait pas cet article 66. Combien de ces ministres sont riches? En même temps, il y avait d'autres mécanismes d'influence. Voilà. D'accord. Or, il savait que à la moindre dérive, le président n'hésitait pas. Et aujourd'hui, nous avons pratiquement les mêmes mécanismes avec les structures qui sont mises en place, la NIF, la CONAC, le Conseil supérieur de l'État. Mais si on arrive à ne même pas avoir peur de ces structures, c'est-à-dire c'est une question de morale. D'où le retour à la formation sur la moralité. Parce que, vous imaginez, je viens de le dire, ça fait 15 ans que le chef de l'État a parlé de la lutte contre tout cela qui se permettent, n'est-ce pas, de distraire la chose publique. Mais 15 ans, quel est le résultat? On me nomme ministre aujourd'hui. La première des choses, c'est les manifestations, ce que moi j'ai d'ailleurs toujours critiqué, même au sein de notre parti. J'ai toujours critiqué le fait que lorsqu'on nomme un ministre, il n'est pas nommé pour son département, il n'est pas nommé pour son village, il n'est pas nommé pour sa petite famille, il est nommé pour la République. D'où vient-il que les gens commencent à faire les mailles de soutien au chef de l'État parce qu'on a nommé notre fils? Tout part de là. Parce qu'après, on a une dette morale envers ces gens qui se lèvent par milliers pour dire vous soutien. Oui, tous les jours. Oui, mais on est là, on critique. Nous critiquons. C'est pas pour dire que c'est parce que c'est le... Non. Ouvertement, me voici sur un plateau de télévision, je critique. C'est pas parce qu'on est dans le RDPC qu'on ne doit pas critiquer. Nous ne pouvons pas être d'accord avec ce que nos cadres du parti font pour ternir l'image du président national, pour ternir l'image de notre République que nous aimons tant. Alors, les personnes comme celle-là, c'est pour ça que je dis, lorsqu'on n'est pas quelqu'un à mesure de prêcher par le bon exemple dans une République, qu'on ne dise pas aujourd'hui qu'il y a une affaire politique, comme disait Dipita, que là c'est une lutte anticorruption à tête chercheuse parce que peut-être les gens ont les ambitions politiques comme on en dit à gauche à droite, mais la justice elle est en train de faire son travail. Elle ne court pas parce que nous avons régulièrement vu lorsqu'il y a même des films
d'espionnage ou de recherche d'informations. On peut vous prendre aujourd'hui, on vous libère, un an après, on vous récupère. Parce qu'on a besoin de rassembler tous ces éléments. Et justement, donc, cette justice ne vous semble-t-elle pas un peu débordée? On regarde quand même de l'ampleur quand on regarde les différents rapports, hein, le rapport de la CONAC et les autres institutions qui sont chargées de mener ce type d'enquête-là. Et quand on regarde quand même le rythme d'évolution ou des interpellations, ou alors de ceux qui sont indexés pour qu'ils viennent rendre compte, il y a comme une inadéquation de volume. Oui. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que la justice est un peu débordée? La CONAC et le CONSUP ne sont pas des structures judiciaires. Ce ne sont pas les organes du ministère de la Justice. C'est des structures de contrôle. Absolument. Lorsque ces structures ont fait leur contrôle, concernant la gestion des ressources financières de la structure que vous dirigez, et qu'elles constatent qu'il y a des manquements, elles préparent donc leur dossier pour envoyer à la justice. Et au niveau de la justice, il y a des experts en audit, en investigation et autres. Ceux-là vont reprendre le travail. Ce n'est pas un travail d'un jour. C'est pour cela que vous entendez le plus souvent, lorsqu'on va interpeller quelqu'un, vous dit c'est un dossier qui remonte à 5 ans. Parce que tous ces experts, on leur donne le temps de peaufiner leur travail. Parce que sinon, chacun vient et regarde ce que vous avez donné et dit sanctionner. Mais la justice camerounaise a le temps de repartir elle-même sur le terrain, parcourir tous les dossiers pour lesquels ces personnes sont indexées, pour faire maintenant le lien entre les deux dossiers. Dossier CONAC, ou alors entre les trois dossiers, dossier CONSUP, dossier CONAC, et maintenant donc les rapports des experts judiciaires. C'est à partir de ce moment qu'on commence donc à procéder à ces interpellations. Et c'est pour cela que ça peut prendre du temps. Jean-Jacques, y aurait-il, selon vous, selon votre approche, une autre façon de combattre ce phénomène-là? Est-ce qu'on aurait pu faire autrement que ce qu'on vit en ce moment, qui semble ne pas forcément satisfaire l'opinion, d'une part, qui semble observer que malgré toute la pression, les interpellations et tout ce qui est fait, les gestionnaires de la fortune publique ne semblent pas lâcher du lest? Il faut de la rigueur. Vous savez, quand un fonctionnaire sort en catégorie A2, peut-être le summum de cela, il a un salaire qu'on lui donne. Il y a les éléments extérieurs de la richesse qui doivent être matérialisés. Voilà. Il y a une anecdote qu'on rencontre pour le président Aïdjo, qui avait un ancien cas, un de ses anciens collaborateurs, qui avait construit une certaine villa vers le sommet du Mont Fébé, qui voulait lui offrir. Il est venu voir. Il lui a demandé, mais où est-ce que vous avez pris l'argent pour construire cette maison? Cette maison a été réquisitionnée et elle est devenue une résidence de la République où on loge les invités. Voilà, si on fait ça à 3, à 4, à 5 représentants de la nation, parce qu'on sait où sont construites des maisons et des belles demeures. Parce que quand un homme est ministre, il a une résidence, il a un salaire. Pour construire une maison, il faut prendre un crédit. Donc quand on regarde un certain nombre d'éléments qui vont dans le sens et qu'on essaie un peu de frapper sur le portefeuille. Vous savez, quand on traque un trafiquant, on attrape son portefeuille, son commerce, comme on dit vulgairement, c'est moins. Donc je pense qu'en regardant sur le portefeuille des différents hauts cadres de l'administration, sur la manière dont ils gèrent les crédits, comme on dit vulgairement, et la manière dont leur patrimoine est constitué, si on commence à sanctionner de cette manière, forcément les autres auront un peu peur. Mais dès lors qu'on ne fait pas, c'est qu'on encourage. Si on dit que M. Njoka a une nouvelle maison, on ne fait que faire des promotions. On en compte 2 ou 3. M. Dipita n'a pas peur. Mais par contre, si on voit la première villa de M. Njoka, on la saisit, on la met vendre aux enchères. Je pense que la deuxième villa, il va justifier la provenance des fonds. La deuxième personne ne fera pas la même chose. Il y a une question de rigueur dans la gestion. Quand le chef d'État a commencé à avoir les bribes, les soupçons des uns aux autres, et peut-être qu'il avait les éléments et qu'il commençait à frapper fort. Les premières mesures, les premiers pas d'un gouvernement sont les mesures qu'il prend immédiatement, qui donnent le ton à cela. Son fameux discours de rigueur, moralisation de 82, on était amoureux. Mais après, qu'est-ce qu'on a vu par la suite? De l'inertie. Pour arriver 15 ans après, commencer à poser des actes qu'on peut soupçonner aujourd'hui, comme disait Dipita, de têtes chercheuses, de postulants à tel poste, c'est qui donne tel type d'analyse. Elvis Taillon, peut-on faire autrement? Yes, I think that is a matter of mechanism. And when the government does not have that, what it takes,
to put that mechanism, will be dancing around the same place. I said you could prepare the University of Kondengue. You could prepare the University of Kondengue, but it's not serving us any good. Because as I said earlier, you will take all the director generals and put all the ministers there, but the millions and millions of Cameroonians of CFA, Frank, is going down the drain. And so at the end of it, I think that a government that is proactive, first, the caliber of people you put there, like our brother was saying, is an issue of morality. But it's not just morality as per se, because when you consider certain people as revolving all around the government, automatically they must start having that urge to steal. It's normal. Because if you take Tayong Elvis today, I'm the Minister of Agriculture. After spending 10 years, you send me to Minister of Scientific and Technical Research. After this year, you keep recycling me. It gets to a point whereby I am used to money. I'm used to this because I see as if you cannot do without me. When there are millions of Cameroonians qualified. And so we think that it should be a government that if you put somebody for a short time, those structures, CONAC and all the like, these structures are being paid by state money. And so you are even supposed to sanction the state. If I am even the President of the Republic, even the Supreme State Audit should go in for, because I need to go through their reports. If for 15 years, I need to look at the chronology of the reports that is coming up to the Special Criminal Court. Did they take some time? This year and that year, why did the report did not come out that you fell short of this budget? Why is it accumulating at a point in time? Because this is where these structures are paid for by the taxpayers' money, and they're supposed to be proactive. They're supposed to carry out, imagine that each ministry has an anti-corruption unit. That's the first problem. All ministries have anti-corruption unit, from defense to police to all the ministries. Before the CONAC, before the Financial Crimes Commission, before this and that. So the things are many for no good reason. And so if they were effective, because this is the test the head of state should do, if not, those ministries are wasting state budget for no good reason, because you cannot be, in the case of stealing billions upon billions of francs CFA, yet these structures have been there for years, and they accumulate your theft for the past 15, 10 years, and they're bringing it to you now. So we think that the way the government could do to solve this issue is first of all to reduce all those number of bodies that are wasting state budget for no good reason in the name of they are fighting corruption. And you take one particular, and that one should do its job to the fullest. Another thing the government should do should reduce this aspect of, because, you know, in Cameroon, the administrative system is politically motivated. This is the only country in Africa where I see that for you to take some particular positions, you must have militated in the CPDM, directly or indirectly. But it becomes a problem because these are young Cameroonians from France. The ideas they have, some of us here don't even have. And if you take the case of Ghana, these are the kind of people the Ghanaian government will call from abroad. Please come and take Minister of Youth Affairs. Come and take this. And when you find these fine brains coming in, well, you have redundant brains. Brains that have been circling within the same system for long. That's where we find ourselves. And that is the reason why the fight of corruption cannot be effective until new brains get into the government where they are supposed to be and push things, not because they belong to a political party, but brains that have the qualification, not people who are CPDM inclined. Dans tous les cas, on va observer tout cela de près, évidemment, qu'on va rendre compte et en débattre au fur et à mesure que l'actualité va évoluer dans ce sens-là. On va prendre une transition et puis juste derrière, on va développer le deuxième thème. Eric Ngando, on passe directement au deuxième thème. Alors, on va y aller. Hein. On va parler de cette situation sécuritaire qui, évidemment, est de plus en plus, je veux dire, incertaine hein, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et les faits ne nous contredisent pas. D'abord, il y a eu, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, ce désastre au niveau de l'hôpital de Koumba, où des individus armés s'en sont pris à cet hôpital-là. On parle d'une douzaine de blessés, 4 morts selon le bilan officiel. Du moins, le bilan officiel, là il faut le dire. Le bilan officiel parle de 4 morts et 2 blessés, selon le communiqué du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, qui a tout de suite réagi. Et on l'a appris en journée. Le gouverneur de la région du sud-ouest, Bernard Okalia Bilay, qui s'y rendait, a vu son cortège attaqué par des hommes armés. Il y a eu quelques dégâts matériels surtout, notamment les véhicules qui ont été violemment pris à partie, mais aussi le commandant local du secteur numéro 10 qui a subi donc... qui a reçu quelques blessures. Heureusement que son état
Il a eu des blessures superficielles. Il aurait regagné son domicile selon les dernières informations. Une première réaction, André, il faut être inquiet davantage. Davantage, oui. Parce que de plus en plus, c'est les Camerounais qui meurent. Ce qu'on n'a jamais souhaité pour notre pays, que nous aimons tant. Depuis que cette crise a commencé, j'ai toujours été embêté parce que ce soit nos hommes en tenue, que ce soit, n'est-ce pas, ceux-là que nous appelons, ou alors qui se font appeler les Amazoniens ou les sécessionnistes, ce sont d'abord les Camerounais. Et chaque fois qu'un Camerounais vient trouver la mort dans de telles circonstances, c'est vraiment embêtant pour moi particulièrement. Et puis encore le drame que nous venons de vivre avec cet hôpital qui a été brûlé avec les patients à l'intérieur. Je me demande qu'est-ce que nos frères revendiquent finalement. Parce qu'une revendication, qu'elle soit politique, devrait au moins épargner certaines choses telles que l'école, telles que les hôpitaux, ainsi de suite, les marchés. Mais lorsqu'on vient à brûler aujourd'hui et les écoles, et les hôpitaux, et les marchés, on ne comprend plus finalement qu'est-ce qu'ils réclament, ou alors qu'est-ce qu'ils revendiquent par rapport à leur mouvement sécessionniste. Parce que, vous savez, je reviens toujours dans l'historicité des faits. Paix à son âme, l'ancien ministre Agbo Tabi, s'il était encore vivant, j'aurais demandé qu'il soit convoqué pour témoigner de ce que j'avais vécu à l'université dans les années 90. Et c'est Yaoundé. À l'université de Yaoundé. Alors, chaque fois que les étudiants anglophones décidaient de mener leur grève, ils interdisaient aux francophones de se mélanger à eux. Ils disaient toujours, nous revendiquons ce qui nous est de droit, qui n'a rien à voir avec les francophones. Ça veut dire qu'ils ont un problème particulier qui n'a rien à voir avec le problème francophone. Et chaque fois qu'un étudiant francophone essayait de se mixer dans leur grève, je crois qu'il prenait quelques coups de poing. Donc, ces revendications anglophones n'ont pas commencé aujourd'hui. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit, lorsque ce problème a commencé, il a quelque part, peut-être, été mal géré. Parce que nous avons deux cultures différentes. Si on avait tenu compte de ces deux cultures, je crois qu'on ne serait pas arrivé à ce stade aujourd'hui. C'est vrai, on dira qu'il y avait un calendrier caché qui peut peut-être être dévoilé aujourd'hui, mais je dis, on nous aurait donné raison si on avait d'abord géré en tant qu'une communauté camerounaise linguistique qui a des problèmes spécifiques. C'est vrai, le chef de l'État a commencé par rapport aux revendications syndicalistes et autres à apporter des solutions. Mais je crois que on n'a pas tenu compte de l'écoute d'abord. Parce que les solutions en elles-mêmes ne sont pas... Je veux dire, ce qu'on prend comme mesure, ce n'est pas toujours la solution. Mais c'est d'abord l'écoute. Et moi, j'ai eu cette chance de fonctionner dans des systèmes anglo-saxons. Parce que là-bas, le dialogue, c'est la première des règles. Même nos enfants, aujourd'hui, lorsqu'ils commencent à se rebeller, ça veut dire quelque part, il y a fracture au niveau du dialogue. Et donc, si on avait pris le temps d'écouter peut-être ce que la communauté anglophone voulait exactement, c'est-à-dire si on avait convoqué l'élite anglophone, sans tenir compte du fait qu'il y a certaines individualités qui se manifestaient, qu'on écoutait d'abord l'élite anglophone, nord-ouest, sud-ouest, je crois qu'on serait arrivé à quelque chose de fructueux. Une lecture de l'évolution de la situation, Jean-Jacques. Vous savez, depuis 2016, quand la crise a commencé, on n'a pas des revendications, j'allais dire, corporatistes des avocats. On les a tapés, on a mis en prison. On a demandé à les rencontrer. Cabral Libya a proposé toujours sa solution qui n'est pas miracle ni magique. La réunion de tout le monde. On aurait fait ça depuis qu'on en demande. On ne serait pas là. Et les gens ne font que se radicaliser. L'État martèle sa fermeté. En face, même si on ne le connaît pas, on dit c'est une guerre asymétrique, donc on ne connaît pas qui est en face de nous. Les camarades se radicalisent. Ils disent ok, puisque vous faites ceci, vous faites cela. On aurait évité le drame de la nuit du 10 au 11. On avait une commission qui avait été annoncée, c'est le cardinal Christian Tomé, avant les élections. On a dit ok, peut-être que ça va brouiller les élections. On va la reporter. Jusqu'à ce jour, l'État n'a pas pris encore, n'a pas tendu la main que ok. Il y avait une initiative d'une personnalité morale qui avait dit ok, réunissons-nous, mettons-nous sur une table avec tout le monde. Ça n'a pas été fait.
comment on voulait qu'on s'en sort? On ne peut que compter. Et ça va s'empirer de plus en plus. Parce que quand on se radicalise, on a attaqué le convoi du gouverneur. On peut s'attaquer sur le chef d'État. Et bien avant le gouverneur, d'ailleurs, il faut le dire, le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense avait été attaqué. Donc, le ministre des Forces armées a été attaqué. Le Nord-Ouest également, le gouverneur. Donc, vous voyez qu'on ne fait que se radicaliser. Donc la solution qui est là aujourd'hui, c'est qu'il faut s'asseoir. Il y a plein de personnes. Sur une table, on discute. On doit discuter de cette sujet pour s'en sortir. Le chef d'État, dans son discours de fin d'année, on a libéré 240 personnes. Toutes sont encore là. Pourquoi ne pas continuer dans ce processus de libération? Ça peut peut-être apaiser la situation. Il a fait son discours de fin d'année. La jeunesse nord-ouest, sud-est, même pas un mot. Ça ne fait que radicaliser. Donc je pense qu'à notre niveau aussi, c'est notre chef d'État. Il a été élu le 6. Quelles qu'en soient les conditions qu'il a été élu, on l'a mis là, il est là. Donc il doit faire en sorte que tout le monde puisse être sur une table pour discuter. C'est ce qu'on lui demande depuis 2016. Cabral, dans l'ensemble de ces discours qu'il fait, il demande que tout ça, une réunion où tout le monde puisse s'asseoir et discuter. C'est ne pas écouter. Mais on martèle, on radicalise, on ne fait que mourir. Voilà la situation. Et puis, on ne fait que perdre les camarades, les frères. Certes, ils ont une particularité depuis l'histoire. C'était du Cameroun. C'est normal, quand on prend une femme, on la met chez soi, elle a ses habitudes. Donc on essaie de faire des concessions de part et d'autre. Mais à chaque fois qu'on a fait des concessions, on leur a imposé des choses. Pour qu'on revendique même, il a fallu qu'on change le code de Ouada en leur langue. Alors on aurait dû le faire bien avant pour éviter cela. Donc à chaque fois qu'on fait les choses, on ne pense qu'à nous, francophones, mais jamais à eux immédiatement. Il faut qu'ils revendiquent pour qu'on essaie d'accéder alors qu'on leur a trouvé dans leur situation. On a dit, venez avec nous, on forme un seul État. On aurait donc dû faire tout ce qu'on fait ensemble en tenant compte de cette particularité qui est la leur et en intégrant toutes ces spécificités propres à leur zone. Mais on ne fait pas ça. Il faut qu'ils grognent, qu'ils fassent ici. Même pour prendre votre exemple de la faculté. Si on avait pris les conditions nécessaires pour tous les étudiants qui à la faculté, mais ils avaient estimé que certaines choses étaient propres aux francophones de l'époque, pas à eux. Donc, du coup, ils étaient obligés de revendiquer. Alors que si on avait intégré tout cela, on ne serait pas là. Mais Jean-Jacques, il y a quand même les pouvoirs publics qui disent d'accord pour le dialogue, mais l'impossible de dialoguer avec ceux qui les armes. À l'origine, même pas les armes, bon, je veux dire, c'est la conséquence, les armes, mais ceux qui à l'origine disent le seul thème de discussion, c'est la partition du pays. Il y en a qui disent qu'eux ne viennent parler que des modalités de partition. Oui, vous savez, dans une discussion aussi, certes, il y a des sujets qu'on peut évacuer, mais même moi aussi, on peut dire, ok, c'est pas dans toutes les discussions qu'on peut arriver à trouver une solution. On peut commencer à faire une approche. Il est bien vrai que la majorité des Camerounais, même si on fait un sondage, ils sont pour l'unité du pays. Je ne pense pas qu'il y ait un Camerounais aujourd'hui qui peut, voilà, être d'accord que le Cameroun soit réparti en plusieurs morceaux. Si on le balkanise, les savoirs vont prendre le leur, ainsi de suite, et on sera quoi? Donc je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on ne puisse pas écouter, même s'ils disent qu'on veut la scission du pays, ce n'est pas parce qu'on veut la scission qu'on va les leur donner. Mais on peut au moins inscrire dans l'ordre du jour ok, on va en discuter. Il y a plein de sujets qui avaient été inscrits dans l'ordre du jour de la tripartite. Mais on n'a pas tout obtenu. On a obtenu certains qui ont été changés en 2008 avec la Constitution. Alors qu'on avait dit qu'il y avait 2 mandats. Mais ça n'a pas empêché que le gouvernement change encore. Donc je pense que tous les sujets, on peut les mettre sur la table et discuter. Même s'ils disent qu'on veut la scission, ce n'est pas un problème. On met sur la table, c'est un sujet de discussion. Mais est-ce qu'on va arriver à une solution, à une décision finale? Je ne pense pas. Mais écoutons quand même ce qu'ils veulent nous dire. Qu'est-ce qu'ils entendent par scission? Qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans? Si on ne peut donc pas les faire venir et dire, ok, votre scission là, qu'est-ce que vous voulez qu'on mette là-dedans? On ne peut jamais écouter. Mais si on commence depuis ma et dire, ok, la scission, on n'en veut pas. Ça ne veut pas. Ils vont continuer à se radicaliser et avoir les résultats qu'on a tous les jours. Elvis, la situation est-elle irrattrapable? Yes, I think it's very, first of all, calling for concern. From the way it's unfolding, I always talk with it touched because I come from the area that is affected. And I said earlier, most of us who live from those war-torn areas, the experience we have is different from somebody who sees it only on telephones as it circulates around. That's the bitter truth about it, because many people who are here have never heard the sound of guns that we hear. And so we live in constant panic. We understand how it looks like. My brother is just talking about the issue.
which is correct from his point of view, because when you see people agitating, it's for one reason or the other. And some of us have been privileged probably not to go through, for example, too bad in the situation, because the system from the onset forced us to become bilingual. That's the bitter truth. Most English-speaking who were at that time coming to Yaoundé and Douala, most of the times the way the French were behaving, the French, ignorant French people, not those of you who are enlightened. Sometimes, so they were always negligent in listening to us in the offices, and some of us had to learn French the hard way, even though we don't know it, but at least we could manage. And so, even while we are there, we could disguise sometimes like French people. The marginalization. So, it keeps some of us, but not everybody has that privilege. And now when you look at the situation, like the issue in Kumba, I've been talking, I spoke quite since yesterday's event to many people that the issue is complex and not as easy as people think. Why do I say so? Because we've got one side of the version of the story, but I want to tell you that thing has two side versions. And now we are in war, and in the war there is propaganda. Each person wants to send the blame to the other person, and each person wants to send the blame to the other person, which is totally normal. And so when you look at it critically, I spoke to even one journalist in media the other day that you have to be careful the way you put your reports, because some of us have been able to carry out investigations, because it's my specialty as an investigative journalist, with a lot of 24 hours I've been working hard on that situation. And I realized that the issue became complex. I don't want to get into it detail because it might get me into more complications. But then, when we get to reports like that, many people concluded, secessionists burn hospital, they have done this, they have done that, and all the like. But now, we understand, I keep on telling people that when it comes to issues of violence and human rights abuse, it's on both sides. But unfortunately is that we hardly see people talk on the side of the military, but we see people talking more on the side of the restoration, is it the secessionists, or we call them restoration forces. Mm-hmm. And so in a war situation, the military is what we call a regular army, and the secessionists don't have the might to face them physically, so they go for guerrilla warfare. And in this case of guerrilla warfare and regular army, there are bound to be human rights abuses along the line. If you look at the situation in the hospital in Kumba, which we cannot by any way encourage because lives were lost. Now, the theater itself and the equipment that were burnt will cost hundreds of millions of francs CFA. That took years because, in the government budget, this year will validate 2 blocks to be built and of course equipped. After some 2-3 years, this other block should be done. It was not done in a day, the way we find that situation in Kumba. But then, I don't want to go into polemics because I understand what happened, and many people say this person did this or this person did that, do not know the real story. But my worry has been that from the night of the gunshot at 1 o'clock right up to 2 o'clock extending, I don't know what happened that the firefighting unit they are just about 1 kilometer away did not come for intervention. I don't know why, but maybe they understand why. Now, I don't know why the peloton, what they call peloton gendarmerie, opposite the prison. I've worked in Cuba for more than 10 years. I'm talking about a prisoner master. I don't know why probably the peloton gendarmerie, that's opposite the prisons, do not intervene. Non, mais en même temps, but now we don't want to go into that. En même temps, j'ai des images, et je peux le dire parce que je les ai correct. Qui montrent que lorsque les militaires sont arrivés, c'était effectivement pour essayer de sauver ce qui pouvait encore l'être. On ne peut pas non plus. No, it's true, They did quite a lot good for that. You understand? When they came in after the incident, or during the incident, while the burning was going on and trying to do some help. Now, my worry has always been at the duration. I don't want to go into, because if there are many things we should not talk here on air, because we are looking at the way forward. Mm-hmm. We are looking at how to solve the problem and not who did what and what happened. But then, at the long run of it, we get some versions because fighting took place in Fiango that night, and some persons were presumed to have been taken treatment in that area. I don't want to go into what happened, but then the question is, it's a bad incident, whether it's by the secessionists or by the government. But my worry is when I see people conclude immediately, because findings are still going on. And on the findings which I had on the ground, no one can conclude to me now as I speak that it was done by this or that, even though government... le gouvernement a conclu cette histoire. Yes, even though the communication minister already made his report, which you are right. The minister of communication already did his report before the governor was going down to see into details, you understand? Now, there are still issues that I don't want to go into in detail. But my problem here is that if we look at the event, patients died, many are stranded, and they have to be transferred to other areas which will be costly to them. Now, it's an incident that no normal human being will be able to encourage. That's why I accept Mr. Andre from Shashabi or Shantabia Youth or something just said, that no matter the situation, once a life is lost, it's a call for concern, and we all must understand that. Now, the main thing I think is that
while we avoid the blame game to know what happens and who did and what did what, we should be able to understand that the crisis is gradually going out of hand. It's getting to a situation whereby even if restoration forces kill, they will say it's the military. Even if the military kills, they will say the restoration forces. If they destroy properties, they will blame each other. At the end, the community and the population is losing as we go on day by, even though the restoration forces themselves and the military are also dying because there are casualties every day we get on the ground. And so what I think is that we should be looking at the way forward. Therefore, we should be making the state to understand that a stitch in time in English saves 9. The problem started earlier, and the state took it for granted. But this burning of the hospital should be able to give a signal to the state that it will not be easy as they think. And therefore, the state should hasten up with the solutions on the ground, because we start seeing that if you see a governor's convoy attacked, if you look at the weapons that hit the vehicle, it tells you that it is artisanal weapon, what we call den guns. Then begin to imagine if these guys had AK-47, they had Kalashnikov of different orders, it means the casualties would have been worse. Therefore, I think that the state is supposed to sit up as we speak now. If you can attack governor's convoy, you attack the Minister of Defense convoy with den guns, it means these guys are more courageous than the word courage. So we think that the government now should now be meaning business. I got several statements on the 11th February celebration. As I said, I've been telling many people that the government is provocative in statements. When you say after this threat, we finally, it's not good. Just say finally we succeeded. But when you start saying after all threats, we brave all odds and came in, you will make the man who, the restoration forces, to be planning other ways to attack, and civilians will be forced to suffer. And so it's not a good move for us. So I think that we should be able to tell the way we speak now, so that we don't put flames in the issue for people on the ground to suffer. Mais il ne faut laisser aucune ambiguïté là-dessus. D'ailleurs, vous avez bien fait de citer le cortège du gouverneur de la région qui a été attaqué, la région du Sud-Ouest. Il est clair que ça ne peut pas être les forces... No, that one is clear. Voilà. Yes. Donc pour le combat aussi, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui donnent de croire que effectivement ce sont des personnes non identifiées, armées, qui seraient des séparatistes, sécessionnistes, qui ont donc mis le feu tard dans la nuit de lundi à mardi sur cet hôpital-là. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Il ne faut pas non plus aller dans ce sens. Alors, André, 11 millions de citoyens, le disait tout à l'heure, pour eux, la solution passe essentiellement par le dialogue avec toutes les parties prenantes. Vous avez la même approche. On discute avec ceux qui ont pris les armes. Oui, pourquoi pas. Étant donné qu'ils sont Camerounais et qu'ils ont leurs revendications, qu'on va prendre en compte autour d'une table. Mais vous savez, lors du discours du chef de l'État le 31 décembre à la Nation, il avait dit qu'il est ouvert au dialogue, mais à condition que les armes se taisent. À condition que les armes se taisent. Parce que jusqu'à présent, nos forces de l'ordre ne vont pas laisser que le pays tombe entre les mains de ceux qui ne voient pas les choses de façon pacifique. Parce que toutes les fois où les armes auront crépité, notre armée régulière sera obligée d'intervenir. Mais le chef de l'État a dit le 31 décembre qu'il est ouvert au dialogue, quel que soit le côté qu'il vienne. Cependant, la seule condition qu'il a donnée, c'est que ces, entre guillemets, sécessionnistes déposent les armes et qu'on s'asseye autour d'une table. Aujourd'hui donc, nous également, ce n'est pas seulement le chef de l'État, nous également, citoyens camerounais, avons cette lourde responsabilité d'accompagner ce processus de paix, chacun tel que cela pourrait lui inspirer. Par exemple, on peut créer aujourd'hui des associations d'appel à la paix et à la réconciliation avec nos frères. Parce que croyez-moi, lorsqu'on parle aujourd'hui des écoles qui ont été brûlées, des internats qui ont été incendiés, vous irez, vous regardez les statistiques dans les registres, vous verrez que la majorité des enfants qui étaient dans les internats du côté du nord-ouest ou du sud-ouest, c'est en majorité les enfants venant de la zone francophone. Aujourd'hui, lorsque vous regardez les écoles anglophones qui sont dans le littoral, la majorité des enfants qui vont dans ces écoles sont des parents francophones. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous sommes en train de chercher à capitaliser aujourd'hui dans ce système anglo-saxon qui fera du Cameroun de demain un Cameroun parfaitement bilingue. Et donc, nous ne devons pas aujourd'hui laisser notre pays mourir
parce qu'on dit qu'il y a un problème francophone, il y a un problème anglophone. Et d'ailleurs, j'échangeais avec certains amis et je leur disais, s'il y avait réellement un problème anglophone, on aurait une guerre civile entre anglophones et francophones dans ces zones. Mais je n'ai jamais entendu que la population anglophone s'est levée pour commencer à exterminer les ressortissants francophones qui sont dans ces zones. Ça veut dire qu'il n'y a pas un problème entre les deux communautés. Mais il y a des gens qui aujourd'hui, c'est peut-être de façon naturelle parce qu'il y a une nouvelle génération aujourd'hui qui est en train de voir les choses autrement. Et c'est cette génération, même dans nos villages, il y a des chefs aujourd'hui qui sont critiqués, on dit qu'il n'est pas de la lignée des chefs, il s'est retrouvé là par un accident historique. Donc il y a cette revendication aujourd'hui avec une nouvelle génération qui monte et qui peut-être est en train de voir les choses autrement. Mais voir les choses autrement ne voudrait pas dire ce Cameroun que vous avez trouvé uni doit aujourd'hui être ce Cameroun qu'on va prendre, on va diviser pour dire vous n'êtes pas du Cameroun, vous n'êtes plus de ce même Cameroun. Non, c'est ce que nous refusons d'accepter. Nous sommes tous Camerounais. Chacun de nous ici a une famille dans la zone anglophone. Et il est hors de question qu'aujourd'hui, qu'on parle que il faut absolument, pour connaître le développement dans le nord ou dans le sud-ouest, qu'on divise le Cameroun. Moi, je pense que nous avons les mêmes réalités. Je suis à moins de 100 km de Douala. Mais je vous assure, la saison pluvieuse dernière, j'étais obligé de passer par Yaoundé pour me retrouver encore dans le littoral. Parce qu'il n'y avait pas de route. Or, nous avons aujourd'hui ce même problème, mais cela ne veut pas dire, si je suis Bassa, que je demande que Bassa n'appartienne plus au Cameroun. Si je suis Bamileke, que je dise la zone Bamileke, la région Bamileke ne doit plus appartenir. Nous avons les mêmes problèmes. Et donc, il est question aujourd'hui qu'on cherche des voies et moyens pour taire cette guerre et qu'on regarde tous vers la même direction, la paix et la réconciliation. Jean-Jacques. Vous vous focalisez sur deux thèmes majeurs. Ils ont demandé la scission, ils demandent la balkanisation du Cameroun. Non. Ça, c'est ce caché derrière ces deux revendications qu'ils ont. Non, j'ai d'abord commencé par dire, j'ai commencé par dire, il y a des réalités. J'ai d'abord commencé par dire, il y a des réalités. Oui, il y a des réalités qui sont spécifiques à nos frères. Ça, on ne refuse pas. Les interlocuteurs sont encore en prison. L'État connaît avec qui il doit discuter. Dans toute la plupart, si vous prenez en Angola, la guerre avec Savimbi. Pendant qu'ils discutaient, il y avait encore la guerre en plus. Mais je suis convaincu mais ça n'empêchait pas qu'ils discutent. Je suis convaincu que ceux qui sont en prison aujourd'hui ne maîtrisent plus ceux qui ont les armes. Hein. Oui, je suis convaincu. Oui, qu'à cela ne tienne, il suffit qu'ils commencent à faire un pas. Parce que ceux qui sont en prison, on leur a pris dans le nord-ouest là-bas pour les ramener à Yaoundé, comme on a pris sur le Douala pour ramener à Yaoundé. Ils sont partis du nord-ouest, on les a conduits à Yaoundé. Ils sont là-bas, ils n'ont plus des armes. C'est le reste que eux, ils n'ont plus d'armes. Ils étaient considérés comme les leaders de ce mouvement. Donc maintenant, on les fait sortir. On s'associe avec eux, parce qu'on sait que pour eux, au moins, ils n'ont pas d'armes, donc ils sont sur une table. Voir si ça ne peut pas aller de l'autre côté. Je vois seulement que l'État s'agrippe sur deux vocables. Ils ont demandé la scission, ils demandent la balkanisation. Tous ces sujets peuvent être discutés, sans toutefois arriver aux conclusions eux ils souhaitent. Mais ouvrons le débat au moins tout au moins pour comprendre ce qu'eux ils veulent mettre là-dedans. Est-ce que ce n'est pas des problèmes économiques? Est-ce que ce n'est pas plus d'autonomisation qu'ils appellent balkanisation ou pas? Mais dès lors qu'on ne peut pas les écouter, on ne saura pas ce qu'ils veulent mettre dans ce concept. Donc essayez d'aller un peu dans le sens, mettons ce concept dans la discussion et voyons un peu ce qu'il y a là-dedans. Peut-être la situation pourra être contenue au lieu de prendre des proportions un peu gigantesques. Jean-Jacques, on sait que la plupart des leaders, c'est peut-être ceux qui sont incarcérés déjà à Yaoundé, d'ailleurs, eux également, avant d'y être, étaient à l'étranger, l'essentiel, ils sont à l'étranger. Peut-on craindre la sous-traitance de cette affaire-là? Est-ce que ceux qui sont derrière les armes peuvent se faire aider sous fond de signature de contrat, comme on se l'entend dire, sous fond de besoin de financement des forces qui ne sont pas, ou alors des personnes qui ne sont pas forcément des Camerounaises, mais qui auraient intérêt à ce qu'un tel conflit persiste? Vous savez, dans toute rébellion, il y a l'effort de guerre. Dans toute rébellion, il y a l'effort de guerre, qu'on ne se trompe pas. En 92, ici, quand il y avait les villes mortes, il y avait un effort de guerre. Les cartons rouges de Dieu comme terminé. C'était l'effort de guerre qui, national, était vendu. Tout le monde connaissait où c'était vendu. Donc, la rébellion du Nord-Ouest, c'est une rébellion qui nécessite un effort de guerre. Et tel effort de guerre est fait à l'intérieur. Quand il y a une rébellion, on a vu ce qui se passe au sud du Congo. Peut-être le président Tshisekedi va arrêter. L'effort de guerre venait parce que les bandes devaient chercher des mines pour pouvoir se nourrir. En Tanzanie, cette partie,
on ne peut pas, parce que quand ils ne sont plus considérés comme les Camerounais, donc ils ne peuvent plus bénéficier tout ce qu'il faut nécessaire pour vivre. À un moment donné, les populations sont avec eux dans cet prix, dans cet étau. Ils sont amenés par moment à rationner les populations pour pouvoir vivre. Mais maintenant, je n'ai pas les éléments pour dire qu'il y a une puissance étrangère, que même nous de la diaspora, nous ne finançons pas ces choses-là, on finance les œuvres humanitaires. Les membres de 11 millions de la diaspora financent tout ce qui est humanitaire pour le bien-être des populations du Cameroun, partout où il y a ou pas 11 millions. Ce fait, nous, on peut le confirmer parce que nous sommes sur le terrain régulièrement pour apporter du soutien à tous nos concitoyens dont le besoin se fait sentir et où l'État n'est pas présent. Parce qu'on estime qu'en tant que citoyen, on doit aussi avoir ce devoir, même si cela relève des missions régaliennes de l'État, de pouvoir s'occuper de la population dont elle a la charge. Dans Elvis, on observe également, et les pouvoirs publics le disent assez souvent, une certaine complicité entre les forces séparatistes et même les populations locales, qui faciliterait effectivement le déploiement de ces forces-là contre l'armée nationale. Well, I think that statement goes on and on. I have been on the ground several times, and I've said several times that this war might take the next 10, 15 years if the strategy is not reviewed. Why do I say so? Based on what you're saying. You know, it's difficult for an army to win a war that the people are against him, because the army cannot be everywhere at the same time, and therefore the army needs the intelligence of the people on the ground. But then in a case whereby the army makes an error and probably becomes, we call it brutal, because you don't know who is who, because it's a guerrilla warfare. So sometimes you might see the Peter Tonga and think that it's a secessionist, you pounce on him, whereas it's an error. So it becomes a little bit difficult. Now, just like what you are saying here, what the government have been telling them over and over, that when you review a strategy and the military becomes friendly with the population, you could begin to see the leeway, because when villages are burned, because as I said earlier, if you see a secessionist comes in, restoration forces don't live in the houses and in the quarters around you. That's how guerrilla warfare functions. People live in the bushes. They could only come in the quarters in the towns and perpetrate an act, and they disappear. And how do they run? They will not take a normal straight path where you can start them and shoot. They need to take shortcuts into the quarters. And so when the military comes in now and it's frustrated because, first, you don't master the terrain. They have mastered it for some time. So when you go in the quarters and you don't see where the man ran and passed and went to, you become angry and you start breaking into houses. You understand? And burning them, thinking that they should be in the houses fighting. So, no, that's why I'm saying that. I don't know whether there's complicity. I'm talking about the military strategy. I'm more concerned with the strategy here that if you military, you break a house. Now, in that area, there might be 5 or 6 people who know them, but not everybody. And for somebody to know them, you need to bring them to court. Probably you take some time, not intimidation. Now, if I see somebody runs into the quarter, and because I cannot trace the restoration for I was fighting, the decisions I was looking after, if I break your house, probably I put fire on your house, I harass you. What happens is that the next thing that you see me as an enemy. I have an instance just a few days ago whereby one of the administrative authority came in for an intervention with the security forces and people were running. It took some time for them to tell that no, the security is your friend. Because the mentality is gradually being built up that when you see a B element or a uniform officer, you start running, which is not supposed to be so, because, as we said earlier, the strategy put in place. If I tell you that we have more than 100 villages that have been burned down, you cannot understand until you get to the areas, northwest and southwest. Not because the military likes burning the houses, but because since as a military thinks that these people are acting in complicity. Of course, you understand that the man who has a gun, when the military goes, when the fighters come back, they can intimidate you because they have a gun, you don't have a gun. And so the population is caught in between the fighters and the military. And so in no case should the military now punish the population, because when you go back to your barracks, the people live from the forest, the fighters, and they move around the area. And they know where they are, but the population finds it difficult. So I was saying to Peter, is that it's a matter of strategy. That if the military revises the strategy and you become friendly, because we have seen video footages before December where some of them in the bushes give bags of rice, a bag of rice, for example, to the population far off in the bushes. Now, that tells you that they too carry humanitarian activities as the military is doing. So you discover that the military needs to become friendly and needs to stop burning and needs not to arrest you and kill you on the spot. If you arrest somebody and you presume a fighter, he should be transferred to the competent authorities who can then trial you, and they can even extract an information from you if you have something to do about with the fighter, so that you can, if they were doing use this method. But now when you catch somebody and you kill on the spot because you presume it's a fighter,
Now, the brother or the uncle of that person, we've had stories whereby people leave from other towns and move to the bushes that they want to revenge. Look at it critically, as I said. If you look at the number of fighters, I don't know if the military has done that finding, but it shows that they increase every day. Why? Because when you burn the only old village, the only old house in the village, that acts as a historical monument for the family. If you have about 15 boys who are connected to that compound, be sure that about 2 or 3 will get angry and get into the bushes to join the fighters that they want to revenge. That you killed my mother, you burned my mother in the house, you burned our house, I'm coming to revenge. So you discover that when you burn 10 houses, at least one each pair, those houses will surely get back into the bush because they don't have where to stay again, to come back for revenge. So you discover that the military is carrying out a counterproductive, a movement that will not be productive to them because the methods put in place does not grow. And so military needs to be friendly back with the population. And if this happens, it means that we will not longer see villages being burnt as we find them being burnt every day because military is retaliating. Jean-Jacques, la situation ne semble pas, et on l'observe, se détendre. De plus en plus, on assiste au combat de front, même déjà dans pleine rue, dans les villes. Avant, c'était un peu reculé. Et puis, il y a des voix qui se lèvent, qui se disent, au regard de tout ceci, il serait peut-être serein, il serait peut-être plus tranquille de faire venir une force, peut-être d'interposition, le mot n'est peut-être pas bien placé, mais un dispositif qui permettrait aux deux parties de d'abord déposer les armes et puis, qui sait peut-être ramener s'asseoir autour d'une table et discuter. Y a-t-il lieu, désormais, au regard de l'évolution de la crise, de faire venir la communauté internationale pour parler de cette affaire-là? J'écoutais tout à l'heure le président des droits de l'homme qui parlait de 2 camps. Parler de 2 camps, c'est légitimer un camp qu'on ne voit pas. On ne peut pas légitimer un ennemi, un invisible, un abstrait. Donc je pense qu'il n'y a même pas lieu de penser à cela. Non, en même temps, il y a quand même un certain nombre de leaders qui sont identifiés. Je veux dire que oui, les leaders. On a interpellé Sissoko dans le cadre de cette affaire. Oui. Il y a les Cristano qui, de l'autre côté, parlent au nom d'un président intérimaire. Moussa Ayoub Tabet ne se revendique pas des sécessionnistes. À ce qui me semble, il ne dit jamais qu'il a porté une arme. Il dit qu'il ne les connaît même pas, à la limite. Ce sont parmi les personnes avec qui on doit discuter. Parce que je dis toujours qu'ils se radicalisent, qu'ils disent qu'ils veulent la balkanisation du Cameroun, mais il est bien de les écouter. Donc aller ramener une force internationale ou bien une déposition, c'est légitimer qu'il y a une guerre au Cameroun. Mais je ne pense pas qu'on ne peut pas encore parler de guerre. Parce que s'il y a une guerre, il faut utiliser à la fois les armes conventionnelles, mais prendre beaucoup plus de stratégies pour éradiquer les forces en face. Mais je ne pense pas que le gouvernement soit dans les dispositifs actuels d'éradiquer complètement pour dire qu'il faut qu'une force d'interposition arrive pour pouvoir essayer un peu de ramener les équilibres. Non, on n'a pas une guerre avec un ennemi, ce n'est pas avec un pays voisin qu'on a. C'est entre nous les Camerounais, on n'arrive pas à s'entendre. Il y a des Camerounais qui ont certaines revendications que l'État refuse d'aller, de donner, de suivre. Ils demandent qu'ils puissent s'asseoir et discuter, l'État refuse cela. Ils continueront de mettre la pression pour que les leaders politiques, dont le nôtre, continuera à parler d'une assise. Les leaders moraux, comme le cardinal Christian Toumé a demandé, je pense que dans le parti de Jacobi, de RDPC, André Bibon, il y a toujours des personnes qui veulent ce dialogue. Donc je pense qu'on continuera à mettre un peu de la pression au gouvernement pour que le dialogue puisse avoir lieu avec tous les parties prenantes de cela. Qu'on amène une force d'interposition, elle ne résoudra pas le problème. Les partis vont se séparer, mais à un moment donné, on va aller s'asseoir. Pourquoi donc attendre qu'il y ait une force qui arrive, qui divise le pays en deux, qui va acter sur les documents de la balkanisation du Cameroun, et pour que le dialogue puisse avoir lieu? Je pense qu'intelligemment, l'État gagnerait à relancer l'initiative de Christian Toumi, qui date d'octobre, qui date de 7 août. Moins d'un an, ouais. Moins d'un an. Il gagnerait et réunir toutes les sociétés civiles et les leaders religieux pour pouvoir arriver à résoudre cette crise. Justement, André, comment est-ce qu'on peut capitaliser autour de nos personnalités morales? Comment est-ce qu'on peut davantage impliquer la communauté nationale à contribuer, à chercher des solutions en vue d'une sortie de cette crise-là? Je veux dire que les initiatives jusqu'ici ne sont pas forcément validées par les pouvoirs publics.
Très souvent d'ailleurs, pour reciter le cardinal Toumi, qui a été plusieurs fois cité ici, les pouvoirs publics n'accordent pas un intérêt précis, particulier, doutent d'ailleurs peut-être du bienfait de l'œuvre. Comment davantage mettre donc tous les Camerounais véritablement en action pour sortir de cette crise? Oui, déjà, lorsqu'on regarde la médiation que le cardinal Toumi voulait mener, c'était la première fois avant les élections. Absolument, présidentielles. Voilà, avant les élections présidentielles. Et il y avait un peu de susceptibilité par rapport à cette action, au point où on avait failli l'arrimer un peu au jeu politique, en se disant peut-être que c'était pour donner moins de crédit au parti RDPC qui avait son candidat en liste. Mais je crois que ce projet n'a pas été abandonné. On avait demandé tout simplement de reprogrammer, n'est-ce pas, ce projet. Et je crois que si mes souvenirs sont exacts, la dernière sortie du cardinal, lui-même avait déclaré qu'il n'a pas abandonné le projet. Et donc, aujourd'hui, je pense que tous les Camerounais sont unanimes que ce bain de sang doit s'arrêter, d'abord. Nous sommes tous unanimes que ce bain de sang doit s'arrêter. Et pour qu'il s'arrête, comme je l'ai dit, il faudrait déjà que ceux qui sont aujourd'hui en train d'ouvrir le feu sur des innocents, parce qu'à la fin, je l'ai dit, on ne sait plus ce qu'ils revendiquent, ils tirent sur les innocents, ils brûlent les hôpitaux. Est-ce vraiment ce dont ils revendiquent qui les amène à poser de tels actes? Vous ne pouvez pas dire que vous apportez une solution à la vie d'une certaine population et que vous soyez encore les mêmes personnes qui mettent cette population mal à l'aise. Donc, je voudrais dire, nous, tous Camerounais aujourd'hui, il y a tout récemment encore le chef de l'État a créé une structure qui a appelé, n'est-ce pas, tous ces jeunes. Parce que nous imaginons que ceux qui faisaient dans la moto, dans les taxis, qui avaient leur plantation, ils n'ont plus d'emploi aujourd'hui. Et beaucoup se sont radicalisés, ça on le sait, et qui se retrouvent aujourd'hui sans emploi en brousse, en train de porter les armes parce que ils ont perdu tout espoir. Et la dernière structure que le chef de l'État a créée, c'était effectivement pour les ramener à déposer les armes et à les réinsérer dans, n'est-ce pas, le circuit économique en termes d'emploi et autres. Donc, Dipita a parlé d'une médiation internationale. Est-ce que c'est la solution? Je dirais, comme Jean-Jacques, nous avons vu ce qui s'est passé ailleurs. On est en Centrafrique, on est en Libye, où la médiation internationale est présente. Mais est-ce que cela a pu taire les armes? Est-ce que cela a ramené la réconciliation? Je ne pense pas. Le problème des Camerounais aujourd'hui reste typiquement camerounais. C'est-à-dire nous, dignes fils camerounais, qu'on essaie d'oublier les enjeux politiques, mais qu'on pense d'abord Cameroun. Que ce soit les francophones, que ce soit les anglophones, qu'on s'asseye tous et qu'on se dise, nous avons nos frères qui souffrent. Nous avons toute une région qui est prise en otage. Par qui? On ne sait plus. Mais ce qui est sûr, il ne s'agit plus aujourd'hui d'un combat politique, mais c'est un combat qui détruit notre pays. Et donc, tous les Camerounais, toutes les forces vives de notre République, autant, je le dis toujours, autant les gens se mobilisent pour apporter du soutien au chef de l'État, ou alors à un ministre qu'on a nommé, ou à un directeur général qu'on a nommé, qu'on se mobilise tous aujourd'hui, que les chefs Sawa, que les chefs du Nord, que les chefs du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, que tous se mettent ensemble pour dire il faudrait qu'on trouve une solution à cette crise. Je crois qu'elle va s'arrêter. Elvis, il y a la Commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme qui a été créée par les pouvoirs publics. Comment est-ce qu'on peut mettre autour de la table les communautés nationales pour en parler, pour essayer de trouver des solutions? Yes, I think I get from my brother who was talking about, it's an issue that concerns us. But Dipita, I must be honest with you because, what will keep us moving in this country is when we are honest with particular facts that we put on the ground. For example, if you look at the commission put in place, when that commission was put in place, I was among the very few Cameroonians who said an error has been done somewhere. And why do I say so? When you look at conflict resolutions, most of these commissions come in only when parties have started sitting one-on-one. Because the commission, under normal conditions, is supposed to come in when the parties begin to understand themselves. Because this commission comes in to play the fourth position at the level of conflict resolution. Now, what we do here is that we are taking the second step before the first, and that's the more reason why
as our brother Ella said here, you find the commission will not be able to work well because you cannot work in the midst of the high tension where we have now. And that's the more reason why we said, if the commission is created, when we have not engaged some dialogue and some exchanges, because when these things are done, like in the issue of South Sudan, we had exchange of prisoners, some colonels, and the meeting even took place in the Democratic Republic of Congo. There was some exchange of prisoners. There were some terms that were on the table. Now, in that case, now these commissions can now come in. What do we do? Since as we have identified our differences, can we begin to tell you to bring the other fighters who are somewhere to come in? But then, there's another issue that we tell people, Jupiter, which should be clear. The moment, the way the conflict is taking place, even the round table discussion will not be as easy as we say. Meaning, as the days go by, the lack of trust keeps increasing. And you know the government is the upper force, while those advocating for secession are the lower force. Now, we are getting to a point whereby those advocating for secession have lost confidence in the powers that be. That is why I've been my mindset comes in that if we want to resolve the problem, we are moving at a situation where two things are in place. One, there must be neutrality at the venue of discussion. Because if you say come to Yaoundé, no real representative at the level of secession will come to Yaoundé because he knows that he can be arrested. He will be afraid. That's the truth. If you talk about the other aspect of, another aspect that we have to take into consideration when it comes to the conflict is for the fact that venue is considered, which must be accepted by both parties. Now the next issue, Peter, which we must be truthful, is that as we prolong the conflict, as we prolong the solution to the conflict, we are getting to a situation whereby a third party will be required to get it through, because now the A does not trust the government does not trust B. So if you get to the table, for them to move well, we are getting to a situation that if we delay a bit, they will start the other party to listen to you. He will need an intermediary. And if that comes in, it means that we will be calling other foreign powers to come and assist us in the conflict, which we would have solved from the beginning, just between us as issues within the house. So that's where we are moving to, and not long from now, if the head of state does not take drastic measures, as I keep on saying, I'm afraid it might not be very easy for us until a third party or an organization which must be accepted too by the other party will be able to come in before they start listening to each other. Oui, mais Elvis, n'oublions pas aussi qu'il y a un élément qui semble un peu s'éloigner de nous, c'est que aujourd'hui nous avons des bandes armées qui se réclament fonctionner de façon autonome. Absolument. Et c'est là aussi la difficulté aujourd'hui, lorsqu'il va falloir qu'on convoque une conférence où il va falloir s'asseoir, on va donc convoquer qui? C'est ça le problème, parce que lorsqu'on regarde, parce que eux, ils sont plus actifs sur les réseaux sociaux. Chacun se déclare général de tel groupe, général de tel groupe, général de tel groupe. Alors, finalement, on ne sait même pas quel est le groupe qui opère. Yes, I can answer that. You know, I come from the area. Now, the simple thing the government needs to do, let me just highlight you, because the truth is that in the conflict now, the government knows first-hand people to work with as leaders. We call them frontline leaders. If you take Ayuk Siseko in prison and the others, including those in the diaspora, even the government has made several moves on the ground with those in the diaspora. So the government has an intelligence unit that they know who to meet. If you meet those in prison and those in the diaspora, they are the ones who have connections with the fighters in the bushes. They know which unit is operating. They can give you a statistics that this general is here, or this captain, or this whatever. So what we're saying here is that if we need to start at the bold step, there are people to meet. The war is an invisible war because it's guerrilla warfare, but at the same time, there are identifiable people that if the government decides that we are ending this war today, the government can call them, please, what do we do? They say, okay, let's meet in Geneva, or let's meet in Ethiopia, and they call the representatives, and they come there. Those ones can pick their phone call and say, all right, cease your fire. We are now in Addis Ababa holding this meeting. It's very possible. And so what we're saying is that as political analysts and those involved in conflict resolution, where we are now is possible. But if we delay a bit, it will be complicating, because I said earlier, the more you keep Ayuk, Tabe, and Siseko in prison, the more they gradually lost hold of the control on the ground. You get the point. It's the same like when Agombala and the co and Dr. Fontem were locked up. The moment they were released, they were no longer in control of the situation. Exactly. So it became now difficult now for the government. Meaning their release now did not yield any fruits. Voilà. So with the Ayuk Siseko's case, as we keep adjoining and going, the war is taking a different dimension and affecting even fellow Anglophones themselves. And so by the time that they'll be releasing them to go and talk to the people, they might no longer be, I repeat, they might no longer be able
to talk and the people listen. And so that's where the government is missing the point, and the government needs to be proactive and on time. If not, elle visait la même mouvance. On observe quand même ces dernières semaines qu'il y a une forme de dissonance entre ces leaders-là. Il y a des informations, par exemple, qui parlent de la démission de Cristano, le porte-parole d'une frange de ces sécessionnistes. On ne peut pas non plus donc dire, et je rejoins un peu André Biboum, qu'un interlocuteur fidèle, connu, qui pourrait stopper du jour au lendemain cette guerre-là, du moins la prise d'armes par les sécessionnistes, serait véritablement identifiée. Yes, if I accuse what you are saying, any revolution has its setbacks. Even before South Sudan left Sudan, Riek Machar and Salva Kiir have been at loggerheads, you understand? But the important point is that there must be those differences. But the ability for them at a point in time to come together is what the government must use its intelligence service to get into it. And so, for me, I don't want to have that belief that everything is impossible. It is true as an organization. Just like any house, even in your house, your children, sometimes they don't agree. Your wife probably does not agree with your child and all the like, even with the aunt. So it's normal in any household. But then the fact that even within the secessionist group, maybe Chris Arno and the rest are not agreeing, but it does not mean that when it comes to sensitive issues concerning probably the government, you will not see them uniting. So it's very technical, and so I think if the state handles it with the intelligence they have, because as I said earlier, the more the state delays, the state will get on one day to realize that to bring the ideas back for them to stay with the French-speaking Cameroon might be too late, because the ideas they are built up and getting stronger and stronger. And so it's a matter of acting fast, just like as the conflict started. Even the first year, there was rapid dialogue called up. People will not die the way they died now. If you have 5 people die every day, times 10 days, that's 50 people, times 30 days, that's how many? So it means that we have not less than 150 souls that are going, be they military or civilians. Or the restoration forces. It is much, if you calculate times how many months that we still have to fight, because we are not seeing any sign of it ending unless the government takes the bull by the horn, because the government is the upper hand who can decide to put stringent measures. You call this my brother, you call our brother here, and call people and say, okay, what do we do? If you talk with the restoration forces and the secessionists, they have their leaders. They know even more than me, you and I. If I call A or B, let's be in Johannesburg or in South Africa, they will come, and before you know it, they will start listening to one or two things. And that's why we say that for the government to say, drop down your arms, it's a guerrilla warfare or invisible, as my brother said here. You cannot hold gun and you tell somebody you don't even know that he drop his arms. It's difficult. But if you pass through his leader, whether he is in Cameroon or abroad, and you talk to him calmly, he might be able to tell the person there that, please, we are dropping our guns, let the other people, you understand? So it's very complex, but we might say it clearly, easily the way you say it here, but my problem here is that lives are dying on the field day in, day out, and so we need urgent measures. On va conclure l'émission avec le mot de la fin, peut-être sur les deux sujets qu'on a abordés ce soir, Jean-Jacques. Ben, je pense que pour la crise anglophone, nous on a un seul leitmotiv, la réunion de tout le monde, la libération de ces leaders qui sont reconnus, qui l'État connaît que c'est eux qui sont à la tête de l'histoire. Commençons d'abord par les libérer, prenons en compte ce dont ils demandent dans la discussion. Les thèmes même comme que nous, francophones, on ne veut pas entendre, la scission, la balkanisation, mettons ça sur la discussion et regardons un peu ce qu'eux ils mettent là-dedans. Si on ne peut pas faire ce dialogue inclusif avec tous les partis, les sociétés civiles, les personnalités morales et religieuses, on ne va pas s'en sortir. La guerre ne pourra pas s'arrêter. Les armes, ils en auront toujours d'une manière ou d'une autre. L'État va jouer la fermeté. Regardez un peu, les Gilets jaunes n'avaient pas de leader. Ils sont un peu hétéroclites. On ne sait pas avec qui discuter. À un moment donné, on a développé des stratégies, ok, faisons des réunions sur des mairies. Et les Gilets jaunes ont commencé à s'identifier dans des mairies pour pouvoir voir qu'il y a 2 ou 3 têtes qui sont passées par là. Je pense qu'un mouvement hétéroclite comme celui-là, parce qu'en décapitant la tête d'un mouvement, comme l'État a pensé à un moment donné, qu'en arrêtant ceux qui sont à la tête, le mouvement va s'éteindre. On a vu qu'il y a, on dirait, une métastase. Voilà, une métastase. Chacun a pu prendre sa licence d'exploitation. Le mouvement a créé sa petite caisse là et qui s'enrichit. Et c'est l'État qui en pâtit et les populations de trop là-dedans. Le deuxième point, je crois que la population épervier, il faut de la rigueur dans là-dedans. Il faut de la rigueur. André Biboum. Oui, moi je dirais pour conclure que nous avons besoin de se mettre ensemble. Laissons d'abord la vie politique, c'est-à-dire que les partis politiques, les acteurs politiques de notre pays
essayent d'abord d'appuyer sur le bouton pause par rapport au marketing qu'ils font de leurs différents partis, mais qu'on regarde tous ensemble vers ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, qui est attaqué sur tous les fronts. Parce qu'il n'y a aucune partie de notre pays qui ne soit menacée de nos jours. Et il est question que nous nous mettions ensemble, n'est-ce pas, pour protéger notre pays. Et beaucoup plus pour sauver ceux de nos frères qui sont dans les zones nord-ouest et sud-ouest. Parce que plus le temps passe, plus nous continuerons à pleurer nos frères. Et je crois qu'il est temps d'arrêter cette saignée. Elvis. Well, I think my last word is just for us first to be honest in whatever we do in terms of analysis, because if we tackle the problem honestly without politicizing it, as my brother said, we should keep politics aside, which is good. I think that's where we begin to see the way forward. And so at the end of it, we will be appealing on the government that when they don't take prompt action, even they themselves and the officials will not be safe, just as you and I here are not even safe. And so it's a matter of a concern for everybody, while we should be able to ensure that we appeal on the government to caution the military to a little bit step low, a bit, not withdraw. I mean, their military brutality on the people, if they step a little bit low, I'm sure it will be able to get those who are hiding in the bushes, who have been there for several months, to come back from where they are. But then they are still afraid, but there's nothing we can do. But if government does something, I'm sure the thousands who are hiding in the bushes, and some of us who are IDPs already in Douala, will be able to go back to where we're coming from and live happily. C'est le mal qu'on peut se souhaiter, hein, que la paix revienne. André, peut-être avant, pardon, Jean-Jacques, peut-être avant de vous laisser partir, des nouvelles de Cabral Libye? Oui, il va très bien, il est sur le terrain. On l'a vu dans la partie... Il s'est encore, et c'est l'occasion de remercier les autorités qui ont pu permettre sa sécurité, parce qu'il est dans une zone aussi de guerre. Ouais, aujourd'hui, Boko Haram semble peut-être être mise en déroute, mais il y a des bandes armées qui sont dans cette zone de cette partie du pays, qui sont aussi néfastes comme la guerre qui est ici dans la partie nord-ouest. Il prend ce risque pour aller voir les populations locales, ceux qui ont porté et ceux qui n'ont pas porté leur choix à ce niveau. Et nous, on continue à être sur le terrain. Parce qu'on est mis que sur le terrain. On l'a d'ailleurs vu avec l'ambassadeur du Cameroun au Tchad, son Excellence Tanimou. Oui, il est républicain. Dans tous les pays où il va, il a le devoir et il s'est inscrit à aller rendre visite à une autorité, un ambassadeur. C'est la République, ce n'est pas l'homme. Qu'il soit proche du pouvoir ou pas, il va rendre visite à l'autorité, au Camerounais qui a... C'est dans cette lignée que l'ambassadeur l'a reçu. Il a fait un communiqué. Dans le cadre de ses activités, il a reçu un leader politique. Il était quand même 3e à l'élection présidentielle. Donc, il est dans le paysage politique jusqu'à la prochaine élection, parce que notre suffrage ne pourra s'éteindre qu'à notre prochaine élection. Absolument. En attendant, vous préparez évidemment. Exactement, nous sommes sur le terrain. Les élections locales. Oui, on est sur le terrain. Nous, on a... Pourquoi est-ce qu'il avait choisi d'aller? Parce qu'on ne peut que changer par les urnes. Et on est misé que sur ça. Voilà pourquoi est-ce qu'on essaie d'expliquer aux Camerounais de s'inscrire. Même si ne nous votent pas seulement. Ne nous votez pas, mais allez vous inscrire, c'est important. Ne votez pas Cabral Libye, mais allez vous inscrire. Le moment viendra où vous poserez la question qui choisit à un moment donné de l'histoire. Jean-Jacques, Elvis, André, merci à vous d'être venus ce soir pour essayer de décrypter l'actualité pour le plaisir de nos téléspectateurs. On espère qu'on a été à la hauteur ce soir également. Merci à vous à la maison d'être restés également. Bonsoir et à mardi prochain pour un autre carte sur table. Ce sera dès 21h.